Nous évoquons ce soir 3 sujets avec notre invité. On va d'abord parler de la République démocratique du Congo où Jean-Pierre Bemba et les 5 recalés vont contre-attaquer en justice le Soudan du Sud. Le dirigeant rebelle Riek Machar refuse de signer l'accord de paix. Et puis le Royaume-Uni qui veut faire de l'Afrique le premier pôle d'investissement occidental. Nous recevons pour évoquer ces sujets Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec la République démocratique du Congo. La marche vers les élections apaisées et inclusives traverse une étape test dans le pays où l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, 3 ex-premiers ministres, dont 2 héritiers politiques de Patrice Lumumba et la seule femme candidate se tournent vers la justice pour protester contre leur exclusion. 4 des 6 recalés ont saisi lundi la Cour constitutionnelle après l'invalidation de leur dossier vendredi par la commission électorale. Maître Sosa, d'abord, est-ce que vous avez compris la raison évoquée par la CENI pour invalider ces 6 dossiers, en l'occurrence le dossier de Bemba? Oui, enfin le motif qui est invoqué pour disqualifier M. Bemba était sa condamnation pour subornation de témoins. Et il est vrai que si les tests du code électoral congolais ne visent pas ce délit particulier, mais plutôt la corruption qui est le fait rédhibitoire. Bon, là, ici, ils ont fait un juridisme un peu vicieux parce que, quelque part, la subornation de témoins est assimilable dans le procédé à une forme de corruption. C'est la raison pour laquelle, c'est la même chose. Hein, vous rémunérez quelqu'un de façon indue pour l'amener à faire quelque chose que naturellement il devait faire de par ses fonctions. C'est ça, en général, comment la corruption se réalise. Bon, pareil pour la subornation de témoins, où la personne est effectivement témoin oculaire, auditif ou moral dans une circonstance donnée. Et le fait de le rémunérer ou de lui faire des promesses pour l'amener à témoigner est une forme de corruption. Bon, là, je crois que les chances de succès d'un recours sont minces parce que le politique s'en mêle, forcément. C'est une arme redoutable pour se débarrasser à pas cher d'un adversaire qui pouvait être dérangeant. Et Dieu sait si Jean-Pierre Bemba s'impose comme un poids lourd dans le paysage politique congolais à la veille de ce scrutin. Donc, effectivement, là, pour le coup, il n'a pas été difficile de s'en débarrasser en utilisant cet argument-là. Bon, maintenant, on va voir ce que la Cour constitutionnelle va dire. Mais, à mon avis, elle inclinera plutôt à confirmer la décision d'exclusion parce que, en même temps, d'un point de vue moral, soyons sérieux, si les faits sont constitués, il serait difficile quand même d'admettre que pour exercer la magistrature suprême dans un pays comme la RDC, on puisse accepter que quelqu'un qui a été coupable de subornation de témoins à l'occasion d'un procès soit aussi facilement installé sur le trône de ce si grand pays. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont venus sur le trône sont exempts de toutes sortes de reproches. Je n'ai pas dit ça. Mais maintenant, si vous voulez, bon, la vie politique à l'ère d'éthique se passe sous le regard du monde entier. C'est-à-dire que dès l'instant que vous intervenez dans l'arène politique, vous êtes sous la loupe de tout ce qui vous observe. Et il serait malsain, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, d'admettre cela et de passer par-dessus la jambe le fait que ce candidat-là ait été marqué par ce passé de délinquance. Mais est-ce qu'il appartient, en l'occurrence, à la CENI d'interpréter la loi? C'est la CENI qui est chargée de valider les candidatures. Donc, pour valider les candidatures, elle applique les textes. Vous dites d'interpréter la loi? Non. Là, on est d'accord. Mais à un moment donné,
Là-dessus, bon, la Cour constitutionnelle va peut-être trancher le sujet. Ouais. Si elle dit qu'il y a eu excès de pouvoir de la part de la CENI, la messe est dite. Mais quand elle dira excès de pouvoir, ça veut dire qu'elle refuse de rentrer dans le fond du sujet. Ouais. Bon, si on est dans un schéma purement politicien, on dira oui, il faut laisser Bemba se présenter, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter, et puis bon, le jeu sera beaucoup plus ouvert parce qu'on parle d'organiser des élections inclusives. Bon, cette inclusivité devrait permettre à peu près tout le monde d'être candidat. Bon, à ce moment-là, pourquoi refuser la candidature d'Adolphe Mosito ou de Sami Badibanga ou de Antoine Gizenga. Antoine Gizenga, c'est pour défaut de signature. Vous voyez, bon, à son âge, il n'a pas pu signer, il a posé des empreintes digitales, ça c'est compréhensible. Est-ce qu'il signera les décrets d'État, les décrets présidentiels et les ordonnances présidentielles avec les empreintes digitales aussi? Ça pose un problème. Donc lui, c'est une question d'inaptitude physique à ce moment-là. Ah oui, donc bon, son rejet est compréhensible. À ce moment-là, si on admet le rejet de Antoine Gizenga, on devrait admettre aussi le rejet des autres, quels que soient les motifs invoqués, qui sont toujours discutable par ailleurs. Mais alors, en l'espèce, les partisans de Jean-Pierre Bemba disent que il a été, c'est vrai, condamné par la Cour pénale internationale, mais il a fait appel de la condamnation. Et donc, cette décision ne revêt pas le caractère de la chose jugée. Vous savez quoi? C'est toujours comme ça. Dans un camp comme dans l'autre, on fait un excès de juridisme. Bon. C'est tout à fait de bonne guerre, hein. Mais je pense qu'on est ici dans autre chose que de la simple politique. Je pense que quand on aspire à devenir chef d'État, il faut montrer certaines aptitudes morales. Au moins un minimum. Et on ne peut pas comme ça, en plein jour, bafouer tous les principes, culbuter toutes sortes d'exigences éthiques parce que c'est le droit qui permet... Non, le droit, vous savez, il est excessivement malléable. Et on peut l'écrire dans tous les sens qu'on veut. Il vous suffit d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et vous avez toutes les lois que vous voulez. On est d'accord? Et c'est ce qui fait le droit du moment. Et ça peut changer à la faveur d'une nouvelle majorité. Alors, vous voyez, le droit, bon, on lui fait faire toutes les acrobaties possibles, mais l'argument juridique ne suffit pas seul, parce qu'on ne parle pas que de ça. On parle aussi d'autres choses. Il s'agit demain de diriger la destinée de millions de gens, et on ne peut pas avoir entaché son action politique de certains actes de délinquance et dire bon, mais ce n'est pas grave parce que la loi ne me l'interdit pas. Et puis il y a le rejet du dossier de Sami Badibanga qui a été quand même Premier ministre et son dossier a été rejeté pour défaut de nationalité. Oui. À l'époque, la question a été posée. La question a été posée. Le gouvernement dit l'affaire est réglée. Oui, a été réglée politiquement. Parce que là encore une fois, on parle de deux choses bien différentes. Hein. Premier ministre, ce n'est pas président de la République. Premier ministre, vous n'avez pas la même légitimité. Président de la République, c'est autre chose. Je donnais déjà cet exemple sur le sujet. Pour être président des États-Unis, il faut que vous ayez encore eu la chance d'avoir vu le jour sur le sol américain. Point final. Vous pouvez avoir 17 aïeuls qui sont américains. Si vous-même, vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas être président des États-Unis. Mais vous pouvez être autre chose. Être Premier ministre, par exemple, c'est possible avec une double nationalité. On vous dit pour être président de la RDC, on ne peut pas se prévaloir ou s'être prévalu d'une autre nationalité. Bon, point final. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de discussion alternative. Hein.
Second sujet, nous évoquons maintenant le Soudan du Sud. Je vous le disais, le chef rebelle Riek Machar a refusé ce mardi de signer l'accord de paix avec le gouvernement destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le plus jeune pays du monde. Selon un médiateur soudanais, les principaux groupes d'opposition sud-soudanais, dont le SPLM-IO de Riek Machar, ont refusé de signer le document exigeant que leurs réserves y soient intégrées. Le ministre des Affaires étrangères soudanais Al-Diri Ahmed, c'est lui qui a fait l'annonce. Est-ce que vous comprenez la réticence de Riek Machar alors que le pays a connu plusieurs années d'une guerre atroce? Aujourd'hui, c'est l'heure de la paix. Oui, c'est l'heure de la paix. Ce pays est une déchirure. C'est tellement malheureux, vous voyez, c'est toujours comme ça lorsque les enjeux vous dépassent, parce que je ne suis pas sûr que Riek Machar joue un agenda personnel. Il est manipulé par des puissances étrangères. Il est manipulé par Khartoum même. Mais bon, on ne voudrait pas l'admettre. Vous voyez, la sécession du Soudan du Sud a été, pour moi, un vrai scandale juridique. Vous voyez, ce qui n'est pas possible pour la Catalogne ou pour l'Irlande du Nord, on l'exige pour des pays africains. Et on vous enverra des experts pour valider cela. Parce que le Soudan du Sud était très bien dans le Soudan d'avant. D'accord ? Bon, parce qu'ils ont les ressources pétrolifères, alors il faut faire quelque chose pour affaiblir Khartoum. Il faut créer cette situation pour demander aux Soudanais du Sud, parce que ce sont eux qui ont la ressource de faire sécession, et pour venir faire main basse dessus, parce que comme on aura financé leur effort de guerre, on va leur demander de payer l'addition avec des barils de pétrole. C'est ça ce qui se passe. Et maintenant qu'ils sont déclarés indépendants, on a créé les divisions nécessaires pour avoir plus de facilité à prendre possession de leurs réserves pétrolifères. C'est un peu ce qui s'est passé aussi, vous voyez, on a vu le cas en Angola, après l'indépendance proclamée par Agostinho Neto. Des puissances étrangères ont armé, soutenu Jonas Savimbi contre le régime de Luanda, jusqu'à ce que, bon, lui mort, on arrive maintenant à ce qu'on a vu, qui est devenu la paix. Et un semblant de prospérité. On a fait perdre beaucoup de temps à ce pays. Pareil au Mozambique. Le Frélimo de Samora Machel. Et puis après, c'était la Renamo qu'on a soutenu. L'Afrique du Sud soutenait la Renamo. Les Américains soutenaient la Renamo. C'était à l'époque la guerre froide. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre froide, mais c'est encore autre chose. C'est toujours une guerre dont les Africains seuls payent l'addition avec leur sang. Et ça, vous voyez, quand vous me dites si je comprends, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Riek Machar, je ne comprends pas non plus Salva Kiir. Je ne les comprendrai jamais. Parce que ces gens-là ne comprennent pas que eux-mêmes sont la risée du monde et que le peuple soudanais du Sud souffrent le martyre tous les jours, alors que eux, ils sont des chefs de guerre, et demain, ils vont encore se partager le pouvoir, parce que Riek Machar a été Premier ministre de Salva Kiir. Bon, il n'est pas à plaindre, hein. Si ça se trouve, il a ses enfants dans les belles universités occidentales, et les autres enfants, pour qui il prétend se battre, n'ont même pas d'école, parce qu'ils n'ont pas de paix pour aller à l'école. Vous voyez ? Alors, quel est le combat du peuple qu'il mène ? Pour quel peuple ils se battent ? Et ils se battent pourquoi ? C'est bien la question qu'il faut se poser. Alors, non, je ne comprends pas, je n'ai absolument aucune espèce de compréhension possible pour ce genre d'attitude politique. Alors, est-ce qu'en ce moment, on peut encore comprendre que Riek Machar soit toujours dans des calculs ? Parce que dans un accord préliminaire signé le 5 août, il avait été décidé qu'il retrouve son poste de vice-premier ministre, enfin de vice-président, et on va lui flanquer 4 autres vice-présidents. C'est ce qu'il recuse aujourd'hui. Oui, bon, vous avez vu par vous-même combien c'est ridicule. On parle de ressusciter un État moribond. Ressusciter.
Un État moribond. Le Soudan du Sud, c'est des dunes de sable. C'est des kilomètres carrés, c'est des milliers d'hectares de friches, de désert et de désolation. Être vice-président ou ministre de ça change quoi au problème? Il s'agit de donner à manger à ces gens. Ce sont des ONG, c'est le HCR qui sont là tous les jours et qui nourrissent ces gens. Et ils sont là en train de parler de combien de postes de vice-premier ministre ou de vice-président on va mettre dans un gouvernement pour accepter ou pas un accord de paix. Vous voyez à quel point on est dans la décrépitude totale de la morale en politique. Et ces gens-là, demain, on va leur dérouler le tapis rouge parce qu'on va leur donner du son excellence à gauche, à droite. Ils ont la main couverte de sang, ils se débarbouillent le matin avec. Mais ils s'en foutent. C'est pour moi des gens indignes. Alors je comprends même pas qu'on me dise il est en train de négocier un poste de Premier ministre ou de vice-président pour avoir la paix dans un pays comme celui-là. Franchement, vous voyez pas que ces gens sont totalement indignes, oui. Oui, c'est criminel. Et Salva Kiir, on a l'impression que lui aussi ne fait rien pour apaiser la situation. C'est bien ce que je dis. Voyez, diviser pour mieux régner, les diviser davantage pour avoir accès plus rapidement. Parce que, forcément, il faut trouver les plus soumis, moralement, pour leur imposer ce qu'on veut. On vous a aidé à devenir indépendant, à vous débarrasser de la tutelle de Khartoum. Maintenant, il y a d'autres tutelles qui sont à l'œuvre et vous devez nous laisser les exercer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est rien d'autre. Aucun ne va dire qu'il aime le plus les Sud-Soudanais que d'autres. Sinon, aucun ne supportera qu'un seul jour il y a un couvre-feu dans ce pays. Aucun. Donc non, les deux ne sont pas respectables. Mais face à cela, il y a aussi le silence coupable de l'Union africaine. Attendez, vous dites silence coupable, l'Union africaine se vautre dedans, dans une passivité qui devient criminelle à tous égards. Oui. Dans tout ça, quels sont les plans de paix de l'Union africaine? Non, mais attendez. Quels sont les plans de paix de l'Union africaine? Pour moins que ça, on a vu des forces étrangères débarquer pour protéger des villes et des gens, pour neutraliser des hommes politiques qui étaient complètement incompétents. Pour moins que ça. Et pourtant. Nous passons au troisième et dernier sujet de ce soir. La première ministre britannique, Theresa May, a posé mardi la première pierre d'un nouveau partenariat de son pays avec l'Afrique, dont elle veut devenir le premier investisseur occidental pour repenser les pertes économiques attendues du Brexit. Je veux annoncer aujourd'hui une nouvelle ambition d'ici 2022. Je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, a déclaré Madame May dans un discours prononcé au Cap, en Afrique du Sud, première étape de sa première tournée africaine d'ailleurs depuis qu'elle est première ministre. Theresa May en Afrique, c'est un événement. Oui, on est surpris et flatté à la fois par cet appétit subite de la belle Angleterre des Royaumes-Unis, pour l'Afrique qui a été snobée, dédaignée pendant longtemps. On a fait des politiques, on a tordu le cou à des principes sociaux qui étaient vitaux pour les populations. Parce qu'il faut être attractif pour les investisseurs. Et maintenant, les investisseurs nous font la cour tout seuls. Mais on n'est pas meilleur. Hein. On n'a pas changé ni de physionomie ni de pratique. Non, pas du tout. Mais maintenant, ils viennent tout seuls parce que ils ont perdu les débouchés avec l'Europe. Donc maintenant, il faut trouver d'autres. Mais on ne va pas continuer. On ne va pas applaudir. Madame Theresa May, écoute, si elle trouve aujourd'hui que l'Afrique est digne de recevoir des livres sterling, on est preneur. On est preneur. Mais sincèrement, il ne faut pas tout le temps applaudir en joignant les pieds parce que l'Angleterre veut venir chez nous. Elle viendra forcément avec dans la valise
le couteau pour nous assommer dès après. C'est souvent comme ça que ça se passe, et il faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Ne jouons pas les enfants de cœur. Les Africains doivent comprendre où se trouvent leurs intérêts et ne pas, à chaque fois qu'on frappe à la porte, ouvrir grand la porte et laisser les enfants et madame à disposition du premier venu. Alors, c'est quand même ça qui est assez curieux, c'est qu'on a la Chine qui s'intéresse à l'Afrique, l'Inde qui s'intéresse à l'Afrique, les États-Unis, la France, aujourd'hui l'Angleterre, et l'Afrique elle-même ne semble pas connaître son potentiel. Mais voilà, il faudrait que les Africains s'intéressent à l'Afrique. Vous voyez, c'est ça. Parce que, après tout, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le continent qui est le moins développé. Ouais. Alors, oui, ceux qui savent faire des trains, ils en ont suffisamment fait. Ils n'ont même plus de place pour faire circuler les trains. Donc, mais il y a encore des trains en stock. Il y a des ingénieurs capables d'en fabriquer qui ne savent faire que ça. Donc, il faut trouver des moyens pour eux d'avoir du travail, etc., etc. Donc, oui, l'Afrique sera toujours intéressante. Mais il faudrait que les Africains décident d'eux-mêmes de se dire, bon voilà, on va trouver des politiques qui nous permettent de façon inclusive de développer des capacités réalisées. C'est-à-dire, on dit, voilà, pendant les 30 prochaines années, nous allons faire le pari de l'industrialisation avec des ingénieurs africains. 30 ans pour former des ingénieurs, s'ils naissent aujourd'hui, à 30 ans, ils sont capables. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Alors, j'attends pas que l'Angleterre dise je veux être le premier investisseur, et on va dire tiens, vous voyez, on est attractif pour les Anglais. Mais non, soyons les investisseurs chez eux, comme l'ont fait les Qataris, comme le font les Koweïtiens. Aujourd'hui, vous allez à Paris, dans le Triangle d'Or, il y a à peu près un bon tiers qui est entre les mains des Qataris. Oui. Vous voyez, les ministres qataris et les potentats des Émirats arabes unis, quand ils vont pas uniquement pour eux, pour rouler en Rolls. Non, ils achètent, ils investissent, et même dans les clubs de foot. Et on est content de les regarder. Et avec quels moyens ? Les moyens que Canal Plus nous envoie. Canal Plus, c'est Bolloré. Bolloré qui... donc, vous voyez, quand vous regardez votre match Manchester United, vous enrichissez qui ? Bolloré. Donc, on devrait trouver des gens capables de faire concurrence à Canal Plus en Afrique, et on est prêt à les enrichir, eux, à leur donner nos petits sous. Parce que vous voyez, la marchande de riz qui a besoin de se détendre en regardant les telenovelas, elle trouve les 10 000 pour payer l'abonnement de Canal Plus. Mais ça va dans quelle poche ? C'est pas des poches africaines. C'est pour ça que, d'accord, ça donne du travail à quelques Africains. Oui, mais combien ? Et les milliards, c'est en France que ça se compte. Non, il faut qu'on change complètement le paradigme, qu'on change la norme complètement. Voilà. Donc, je ne veux pas que l'Angleterre déclare être le premier investisseur chez moi. Non. Je veux être le premier investisseur chez moi. L'Angleterre, deuxième ou troisième, je suis d'accord. Mais non, ce genre de déclaration, franchement, c'est encore des phrases qui nous insultent un peu. Mais aujourd'hui, on a quand même une Afrique qui, on le sait, c'est le continent le plus jeune. Mais tout le monde quitte. Parce que, c'est ce que je vous dis. Personne ne dit ce qu'on va faire de la jeunesse. Or, c'est le premier capital. On est en train de parler, de penser à protéger le pétrole qu'on va trouver dans 30 ans, mais on ne prépare pas le gisement qui va permettre de développer ce pétrole dans 30 ans. Voilà le problème. On paye des millions pour faire des explorations minières pour voir si on a du pétrole, alors qu'il y a des jeunes qui bénéficieraient beaucoup plus avantageusement de ces millions qu'on dépense. Alors, c'est ça le problème, c'est que, vous savez, le casque était colonial. On a enlevé le casque, mais le cerveau est resté colonial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue toujours de penser que nous devons fournir la matière première à ceux... Quand on a le pétrole puisé dans nos sous-sols, et qu'après on nous vend un pétrole de mauvaise qualité, parce que c'est la qualité africaine, ça aussi, ça doit nous faire réveiller pour dire, non, attention, désormais, je ne vais pas donner des concessions aussi facilement à Total, à Shell ou autre. Mais bon, ça ne se fait pas encore, mais cet Africain-là doit naître. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir. Nous marquons maintenant la pause et ce sera juste après Regard croisé.